Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons réagir à la grosse actualité du 24 septembre dernier. Vous en avez forcément entendu parler dans la presse. C'est la sortie de piste d'un 737 à Montpellier. Un 737-400 pour être précis, fabriqué en 1992 et qui faisait du transport de courrier, plus de 12 tonnes de colis à bord. Donc c'est pas rien. Si vous manque du courrier dans la région de Montpellier, c'est peut-être dû à ça, mais ça devrait pas tarder à arriver. Blague à part, c'est un avion opéré par Swiftair pour West Atlantic Sweden. Pour faire très simple, en France, il y a des sous-traitants pour la Poste, pour tout ce qui est transport de courrier. C'était donc un de ces sous-traitants qui déplaçait du courrier entre Paris-Charles de Gaulle et Montpellier. Son objectif était de se poser sur la piste 12 left, 12 gauche de Montpellier. Il a essayé de se poser à 2h36 heure locale. Et oui, ces transports se font de nuit, pendant que tout le monde dort. Et malheureusement, il a fini à plus de 200 mètres après l'arrêt de la piste et a fini dans l'étang de Moguio, ce qui a entraîné une fermeture de l'aéroport jusqu'à ce lundi matin. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un tout petit peu les faits, ce que l'on sait à l'heure actuelle, ensuite que l'on compare à d'autres accidents assez similaires et un tout petit zoom également à la fin sur l'aéroport de Montpellier. Au moment des faits, lors de l'approche, il y avait un orage. Il y avait de fortes précipitations. Si l'on regarde les messages d'information de météo automatique à 2h30 local, vous aviez un vent du 0,90, donc de l'est pour 11 nœuds, vent qui après à 3h local, je vous rappelle que la sortie de piste a eu lieu à 2h36, était passé au 3,60 pour 21 nœuds. Il se posait sur la piste 12, donc vous voyez que les vents ont tourné. À savoir que les vents sont variables, souvent encore plus proches des orages, et vous avez donc une information à 2h30 que le vent se balade entre le 0,50 et le 130, et qu'il y a des orages à proximité avec par moment des rafales du 0,10 jusqu'à 25 nœuds. À 3h locales, il y avait 21 nœuds de vent du nord et beaucoup de précipitations et également de l'orage. Donc on peut s'attendre à ce qu'il y ait eu un orage avec de fortes précipitations, ce qui entraîne une réduction de la visibilité, mais surtout probablement du cisaillement de vent, des variations au niveau du vent. Et ce que je vous propose, c'est qu'on regarde un petit peu les informations d'altitude et de vitesse qui sont à notre disposition pour essayer de mieux comprendre ce qui s'est passé sur cette approche sur la piste 12 gauche, approche qui est connue pour être une approche sur une pente de 3,7 degrés, donc une approche avec une pente un peu plus forte que d'habitude. Si vous arrivez avec plus de pente, souvent vous avez peut-être plus de difficultés à freiner. Donc si à ce moment-là vous avez du vent arrière, ça va augmenter encore plus votre vitesse indiquée, mais également votre vitesse sol, et cela peut avoir un impact sur votre distance de freinage. Notre 737-400, il était à peu près à 50 tonnes, c'est plus ou moins sa masse. Il y avait 14 tonnes de courrier à bord et 5,7 tonnes de carburant. Donc vous n'êtes pas loin des 70 tonnes, vous êtes autour des 70 tonnes dans cette approche, ce qui est lourd pour un 737-400. Regardons les vitesses sol. Alors que l'avion était à 1000 pieds qui est souvent la première barrière de stabilisation, lors d'une approche en avion de ligne, vous allez vérifier vos paramètres et faire petit temps de recul et analyser votre vitesse, votre configuration, où vous en êtes dans la checklist à 1000 pieds sol, puis à 500 pieds sol, pour vérifier que votre approche est dite stabilisée. Si votre approche n'est pas stabilisée, vous êtes trop en retard sur les checklists, vos vitesses indiquées sont trop éloignées de ce qu'elles devraient être, à ce moment-là, vous devez faire une remise des gaz, vous représenter une autre fois. Autre point également, si vous avez des alarmes de wind shear, vous devez également remettre les gaz. Les wind shear, c'est du cisaillement de vent, c'est donc des vents qui arrivent de directions différentes en fonction de l'altitude et qui vous créent une certaine instabilité, qui peuvent amener des dangers. Il y a eu des accidents à cause de ça, donc on remet les gaz, et si vous avez sur 2 approches de suite du wind shear, souvent vous devez vous dérouter. À 1000 pieds, nous avons l'information que la vitesse sol, j'insiste, c'est bien la ground speed, la vitesse sol, est de 156 nœuds. À 850 pieds, elle est de 154 nœuds.
À 525 pieds, elle est de 158 nœuds, elle remonte un petit peu. À 425 pieds, on arrive à 161 nœuds, donc une augmentation probablement du vent arrière, ou une volonté de la part du pilote eh bien, de corriger peut-être un peu de la pente, ce qui fait récupérer de la vitesse. À 300 pieds, nous sommes à 165 nœuds, nous sommes 9 nœuds au-dessus de ce qu'il y avait à 1000 pieds, ça peut être dû au vent, c'est encore une fois, c'est la vitesse sol qui est différente de la vitesse indiquée. Mais c'est la seule information que nous avons à l'heure actuelle. À 200 pieds, 168 nœuds, et à 100 pieds, 170 nœuds. Donc vous voyez qu'il y a un énorme écart entre la vitesse sol à 1000 pieds et la vitesse sol à 100 pieds. C'est probablement dû soit à une augmentation du bilan énergétique de l'avion, il a plus de vitesse, soit à un mouvement au niveau du vent qui se retrouve arrière et qui vous augmente votre vitesse sol, soit, et c'est sûrement le plus probable, un mix des deux. C'est une augmentation de la vitesse de la part de l'équipage, plus une augmentation du vent arrière. Il est généralement interdit de se poser avec plus de 10 nœuds arrière. La 170 nœuds, ça fait quand même beaucoup. Et vous arrivez à l'altitude donnée à 0 pied, qui est 158 nœuds. La difficulté dans un cas comme ça, c'est quoi? C'est que si on arrive à qu'on prend du vent arrière, on risque d'être amené à toucher plus tard au niveau de la piste. Et tous les calculs d'atterrissage sont faits pour poser au bon endroit sur la piste. Si vous mangez de la piste parce que vous êtes trop rapide, si vous touchez les roues, par exemple à mi-bande, vous allez avoir un souci d'autant plus fort que si la piste est mouillée, apparemment c'était le cas, vos capacités de freinage ne seront pas aussi bonnes. Donc généralement, les avions de ligne peuvent bien freiner. Maintenant, si la piste est inondée, cela peut également impacter votre capacité à freiner et vous amener à faire de l'aquaplaning, ce qui peut expliquer également des fois des sorties de piste par le côté ou par le bout. Il a été remarqué dans le cas là, du 737 qu'on ne voit pas ces rivers ni ces spoilers sur les photos à l'arrêt. Spoilers qui viennent casser la portance et vous plaquer, rivers qui viennent faire une inversion de poussée et qui sont généralement responsables pour à peu près 10% de la capacité de décélération de l'avion une fois posé. À noter que sur certains terrains, il est préférable de ne plus utiliser la river, surtout de nuit, pour éviter une nuisance sonore, mais que, et c'est pour ça que je mets tout ça de côté, il est possible que l'équipage, qui a survécu, dont on en reparler dans quelques instants, a fait ses checklists, a déroulé des checklists et que ça a pu rentrer les rivers et rentrer des spoilers. Donc il n'y a pas de conclusion hâtive à faire. Très important, là j'essaie de vous apporter certains éléments pour prendre un peu de recul par rapport aux informations qui peuvent circuler en source ouverte. Le bureau enquête-analyse va faire son enquête et ils en tireront dans quelques mois un rapport préliminaire et peut-être dans un an ou deux le rapport final et nous pourrons revenir sur cet accident et savoir exactement ce qui s'est passé. Là, je voudrais parler un tout petit peu de l'équipage. Donc, ils ont survécu, il y avait 2 pilotes, plus une 3e personne à bord. Actuellement, ils sont psychologiquement, probablement, dans un état qui n'est pas optimal. Pourquoi? Parce que aucun professionnel ne veut faire une sortie de piste et qu'il soit responsable ou non, ils vont vivre très mal. Je pense que c'est très bien illustré dans le film Sully, où on voit que le commandant de bord, même si là, il était même en avance sur les procédures, il a tout fait bien, il se sent épié, il se sent analysé, il va falloir qu'il s'explique, ce n'est jamais un moment agréable. Donc quand on voit des fois des commentaires sur internet, des gens qui s'en prennent à l'équipage, des choses comme ça, n'oubliez pas que ce sont des êtres humains, que c'est pas leur but dans la vie que de faire sortir un 737 de piste à Montpellier, et il faut dans un premier temps déjà être respectueux et attendre la fin de l'enquête avant de commencer à tirer à boulet rouge sur les personnes. Et même après, bien malin celui qui fait des miracles en aviation. On aime bien dire que c'est plus facile de faire une bêtise qu'un miracle dans l'aviation. C'est un métier difficile, d'autant plus difficile que des fois les conditions météo peuvent être extrêmes. Et les épisodes Cévenol en sont une bonne illustration. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on regarde rapidement 2 accidents qui ont eu lieu. Un avec Air France 358, un 340-300, qui lui est sorti de piste à Toronto. Sortie de piste à Toronto, pourquoi? Principalement parce qu'il venait d'y avoir un orage, il s'est retrouvé avec du vent arrière, il y a eu beaucoup de précipitations, je pense que ça vous parle, et là, eh bien, ils se sont présentés pour se poser, et sur une piste de 2700 mètres, ils ont touché les roues à 1200 mètres du seuil, donc il ne leur restait plus que 1500 mètres sur les 2700 mètres, et c'est ce poser décalé, ce non posé au niveau du point d'aboutissement là où ils devaient se poser, qui a fait qu'ils sont sortis de piste à 80 nœuds. Ils ont fini 200 mètres plus loin dans un fossé. Il y a eu 43 blessés, mais tout le monde a survécu. L'avion a pris feu derrière et a été détruit. Donc là, on voit que c'est à cause de mouvements de vent arrière, de vitesse trop forte, un point de posée
trop loin, qui fait que derrière, forcément, la piste n'est pas illimitée, vous sortez de piste. Donc, la bonne décision dans un cas comme ça, plus facile à dire au sol que dans l'avion, c'est normalement de remettre les gaz. Et il faut bien en permanence avoir conscience que tous nos calculs de performance au décollage sont très précis, mais on sait d'où on part. Tous les calculs de performance à l'atterrissage, qui prennent en compte la météo, la pluie, tout ça, ils fonctionnent que si vous posez les roues au bon endroit. Autre point très similaire, et là c'était en août, il y a quelques années, un 737-400 d'ASL, qui faisait de la poste, qui venait également de Charles de Gaulle, qui s'est posé en Italie à 4h07 local, et là, il est arrivé rapide, et il est arrivé long. Il s'est posé 2000 mètres long sur une piste 28, de 2807 mètres, et il est sorti de piste, il a fait plus de 500 mètres hors piste. Donc là, on revoit encore une fois que c'est le point de posée trop long, non remise des gaz, qui entraîne ce problème. De nombreux terrains ne montrent pas de nuit la distance restante, ou alors vous ne pouvez pas la voir à cause de la météo. Et donc par moment, sur les avions d'ancienne génération, ou dans certains cas, sur certaines plateformes, vous avez du mal à estimer la distance qu'il vous reste jusqu'au bout de la piste. Et si vous êtes dans l'avion en train de faire votre arrondi, vous avez du mal à voir autour, la visibilité est très restreinte, c'est parfois très difficile d'analyser et de savoir précisément où vous vous trouvez par rapport à la fin de la piste. Et ça, c'est un facteur très important. Sur certains terrains, vous avez des indications lumineuses sur les côtés qui vous permettent de savoir où vous en êtes. Encore faut-il pouvoir les voir, et dans des cas de réduction extrême de visibilité, c'est très difficile. L'aéroport de Montpellier, il a été créé en 1938, c'est là où il est le premier posé. L'ouvre-feu s'y est installé en 1944, ils ont été bombardés à plusieurs reprises, le 27 janvier et le 27 mai notamment. En 1946, c'est devenu un aéroport civil avec l'ouverture d'un aérogare. En 1990, ils ont passé le million de passagers transportés. Dans les années 2000, c'était le 9e aéroport français, avec 1,75 million de passagers transportés. En 2018, avant la Covid, 1,9 million de passagers transportés. Et à l'heure actuelle, c'est à peu près 40 vols par jour. Donc il a été fermé pendant à peu près 60 heures. C'est 10 000 à 15 000 passagers qui ont été affectés. Mais grâce à l'intervention de grues absolument énormes, il a été possible de déplacer le 737. Ils ont d'ailleurs décidé de garder le carburant, les 5,7 tonnes de carburant à bord pour le déplacer. Ils ont néanmoins mis en place des systèmes de protection en cas de fuite, pour éviter que les temps ne soient contaminés. Et voilà, en une soixantaine d'heures, le problème a été réglé. Les prochaines étapes, c'est donc le bureau enquête analyse qui va s'en occuper. En attendant, ce que l'on peut se rappeler de ce genre d'événement, sortie de piste, conditions météo défavorables, se rappeler que chaque atterrissage est une remise des gaz loupée, qu'il n'y a aucune honte à remettre les gaz, et qu'en cas de doute, il n'y a pas de doute, c'est TOGA, on met la manette des gaz vers l'avant, take off, go around, et la bonne nouvelle, c'est que les pilotes de ligne, nous sommes généralement payés à l'heure, donc si on refait un tour, on fait un peu plus d'argent. C'est pour la blague, le but c'est pas ça, mais vous aurez bien compris. Remettre les gaz est toujours une situation d'avenir. Allez, à très bientôt, nous suivrons l'évolution de cet événement qui n'est pas banal en France, mais qui doit à tous nous rappeler l'importance d'être vigilant. Allez, fly safe.